Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours, je zappais entre les différents matchs de la soirée de Ligue des Champions lorsque je me suis arrêté sur le Chelsea-Lille. Je me suis alors fait la réflexion que, autant j'ai jamais vraiment eu beaucoup d'affinité pour le club de Chelsea, autant j'ai toujours bien aimé leur stade, Stamford Bridge. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Stamford Bridge s'appelle Stamford Bridge? J'imagine que je ne suis pas le seul ni le premier à me poser ce genre de questions, et je me suis dit que ça ferait un bon sujet de vidéo de savoir pourquoi tel stade s'appelle comme il s'appelle, et qu'est-ce que cela dit du football qui est pratiqué à cet endroit-là, que ce soit par le club, ou la région, ou le pays dans lequel il est. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous parler tout d'abord de 4 stades dont je trouve l'origine des noms très intéressante. Je vais ensuite analyser de manière globale les noms des stades des 5 principaux championnats européens. Et on commence en Espagne avec l'Estadio San Mamés, qui est le stade de résidence du club de l'Athletic Bilbao. Alors pourquoi San Mamés? En fait, c'est tiré d'un ermitage local dans lequel a résidé le fameux San Mamés, un jeune martyr de l'an 275 après Jésus-Christ. Ce jeune martyr donc fut brûlé mais en réchappa, fut jeté 2 fois au lion mais les apprivoisa, parce qu'il était ami des animaux, et finalement il a été achevé d'un coup de trident dans le ventre, mais il est survécu une fois de plus, avant de mourir tout seul dans une grotte. Parce que bon, fallait quand même bien qu'il meure au bout d'un moment, ce courageux monsieur. Plutôt balèze, le Mamés en question. Je trouve que d'un coup, là, le nom du stade est vachement plus... Ça en jette plus quand même, Deuxième stade, cette fois-ci, nous voguons jusqu'en Italie, jusqu'au port de Naples. Et ouais, c'est bien du stade San Paolo dont on va parler. Au début, le stade devait s'appeler le stade du Soleil, mais il a changé plusieurs fois de nom avant d'adopter son nom actuel, qui fait référence à Saint Paul, qui aurait, selon la tradition locale, accosté dans le quartier où est situé le stade. Évidemment, ce stade a une histoire très riche, à l'image de ses incroyables supporters, mais une des anecdotes que je trouve la plus folle, c'est qu'il y a quelques années, il y avait un vote qui a été fait pour que ce stade soit renommé en stade Maradona, donc en référence à vous savez qui a joué là-bas. Malheureusement, il y a une loi italienne qui a interdit ça, puisque on ne peut pas là-bas renommer un bâtiment public sur le nom d'une personne qui n'est pas morte depuis 10 ans. Dommage. Troisième stade, mais toujours dans un port, cette fois-ci, un poil moins sexy, on va à Hambourg. En 2001, le HSV est le premier club allemand à signer un contrat de naming sur son propre stade. Le Volksparkstadion devint alors l'AOL Arena, ce qui ne plut pas vraiment à la majorité des supporters à l'époque. Et ce qui rend ce stade complètement unique, c'est que après avoir changé 2 fois de nom, en 2015, le mécène du club a décidé de racheter les droits de naming du club pour le renommer Volksparkstadion. Ce qui fait que ce stade est le seul au monde à jouir d'un contrat de naming sur son propre nom historique. Un contrat de naming sur son propre nom. Et nous bouclons la boucle en finissant ce petit tour d'Europe par Stamford Bridge, bien évidemment. Ce stade, construit quand même en 1877 dans le quartier de Fulham, était à la base dédié à l'athlétisme. Mais en 1904, un Écossais du nom de Guy Mears racheta le stade pour pouvoir y construire un autre de 100 000 places. Il espérait pouvoir y mettre le club de Fulham. Or, Fulham refusa. Que fit alors Guy Mears? Il créa tout simplement son propre club, le Chelsea FC. Il put enfin avoir son stade et son club dedans, Chelsea. La boucle est bouclée. Lors de mes recherches sur les origines des noms des stades plus ou moins connus en Europe, je me suis rendu compte que dans chaque pays du Big Five européen, on pouvait en tirer une sorte de tendance actuelle, une tendance générale et intéressante sur le football de chaque pays. C'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons tout d'abord avec l'Espagne. Il y a dans ce pays 3 tendances qui se dégagent dans les noms des stades. Tout d'abord, ceux qui sont une référence culturelle. On a parlé de San Mamés, donc qui bien évidemment fait référence à un saint local. On peut penser bien évidemment au très connu Camp Nou, qui est, rien que dans son nom, en catalan, donc fait référence à une région, à une identité forte, etc. La deuxième tendance qui se dégage, ce sont les stades qui font référence à un élément, on va dire, géographique, local, comme par exemple Mestalla, le stade de Valence, qui fait référence au canal d'irrigation qui passe sous le stade, qui irrigue les champs. Ou encore celui de la Romadera, qui est celui de Saragosse, qui fait référence à l'université du même nom dans la même ville. Mais la principale tendance qui se dégage en Espagne, ce sont les stades qui reprennent les noms de personnalités locales. Bien évidemment, Santiago Bernabéu,
ou encore Sanchez Pizjuan à Séville, ou Martínez Valero à Elche, etc. Je trouve ça intéressant parce que cela veut dire qu'en Espagne, il y a une volonté de faire référence à l'histoire du club, en parlant de personnages forts de l'histoire du club, ou de la région, ou alors d'une identité régionale, comme par exemple le Pays Basque, ou alors la Catalogne, bien évidemment. Je trouve ça donc très intéressant sur ce que cela dit sur la mentalité foot espagnole, et même sur la mentalité et ce qu'est être espagnol de manière générale. Partons maintenant en Italie, pays dans lequel j'ai pu dégager globalement deux tendances. La première tendance minoritaire, ce sont les stades qui portent les noms de saints. Bien évidemment San Paolo, dont on a parlé tout à l'heure, San Siro, ultra connu. Il y a également, par exemple, San Nicolas à Bari, par exemple. Mais la grande majorité en Italie, ce sont les stades qui tirent leur nom de personnalités locales, comme par exemple Giuseppe Meazza, Luigi Ferrari, Artemio Franchi, etc. Je trouve ça très intéressant parce que justement ces stades sont très souvent pointés du doigt comme étant désuets, vieux, pas remplis, rarement rénovés, etc. Je ne sais pas si c'est un parallèle intéressant, j'ose avancer une analyse, ça vient de moi bien évidemment, mais peut-être que le football italien a un petit peu trop le regard dans le rétroviseur et vit peut-être un petit peu trop sur son glorieux passé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez vous, je trouve ça intéressant de vous lire en commentaire. Allons désormais en Allemagne. En Bundesliga, l'énorme tendance qui se dégage, c'est le naming. En effet, 15 clubs sur 18 ont adopté ce moyen de financement. Je veux parler par exemple de l'Allianz Riviera, le Signal Iduna Park, dégueulasse, le Mercedes-Benz Stadion, et j'en passe des plus horribles. Je trouve ça intéressant et en fait même logique parce qu'il est vrai que ça fait longtemps que les clubs allemands veulent se diversifier, veulent diversifier leurs sources de revenus et ne pas être uniquement dépendants des droits TV, donc ils ont adopté depuis pas mal de temps, 2001 donc, avec Hambourg, le naming pour leur stade. Finissons notre tour d'Europe avec la France. Et ouais, notre bonne vieille Ligue 1. C'est évidemment fait exprès que tout à l'heure je ne vous ai pas présenté un stade en particulier en France, parce que je pense que je le ferai dans une deuxième vidéo. Il y a énormément de choses à dire et je pense qu'on ne connaît pas assez bien nos propres stades. En revanche, je peux quand même essayer de dégager une tendance française, même si c'est pas facile parce que c'est clairement le mélange de tous les autres. En effet, on retrouve tout ce qu'on a pu retrouver dans les autres pays. Tout d'abord, les références aux personnalités locales, comme Louis II, Raymond Coppa, etc. On retrouve également du naming, avec le Matmut Atlantique, l'Orange Vélodrome, etc. On retrouve également des références culturelles, comme par exemple le Rosenpark, mais également des références à des éléments géographiques, comme par exemple le stade de la Mosson, avec cette rivière qui passe en dessous du stade. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire un parallèle avec la géographie et la culture française, qui est très diverse, qui est beaucoup moins linéaire que les autres pays, c'est mon point de vue en tout cas. Il ne faut pas oublier que la France est le champion d'Europe du nombre de communes, avec plus de 35 000 communes, ce qui je pense a une répercussion sur la mentalité et sur la culture française. Et ça se répercute sur le nom des stades et sur les couleurs footballistiques qu'on peut retrouver en France. Il se trouve que les disparités culturelles françaises, on les retrouve dans les divers noms des stades de foot français. Et moi je trouve ça très intéressant parce que, à titre personnel, je pense que cette disparité culturelle, c'est notre principale force, notre principale richesse. Mais peut-être que c'est la principale force du foot français. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quoi qu'il en soit, moi, ça m'a énormément éclaté de la faire. C'est parti d'une lecture des cahiers du foot, et on est arrivé à ça. C'est assez improbable, mais moi j'aime bien cet angle d'attaque. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, la cloche, le partage, le like. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Ciao les blaireaux.